Vous est-il déjà arrivé de jurer que vous aviez tourné la page sur quelqu'un? Une promesse si absolue que vous l'avez gravée dans votre âme? C'était la promesse que Nora Martin s'était faite il y a 7 ans. C'est une brillante architecte qui s'est bâtie une vie aussi solide que ses créations, un monde de plans et d'acier qu'elle contrôle entièrement. Son chef-d'œuvre, la tour élyséenne, n'est pas juste un bâtiment, c'est sa forteresse, érigée sur les cendres d'un chagrin d'amour dévastateur. Mais ce soir, les murs de cette forteresse sont sur le point d'être franchis. Le fantôme de son passé n'est pas seulement de retour, il a orchestré une prise de contrôle de son entreprise. Le nouveau propriétaire de son cabinet, l'homme qui tient désormais son avenir entre ses mains, est Adrien Lefebvre. Ce n'est pas un inconnu. C'est l'homme qui a brisé son cœur il y a 7 ans et qui a disparu sans un mot. Aujourd'hui, il revient en tant que PDG millionnaire, un fantôme devenu roi, un homme qui négocie des empires, pas des émotions. Il ne présente pas d'excuses. Il lui lance un défi. En prenant le contrôle de son projet, il redevient l'architecte de son avenir, la forçant à un partenariat aussi terrifiant qu'enivrant. Ceci est l'histoire d'une seconde chance déguisée en rachat d'entreprise. L'histoire d'une femme forcée de construire un avenir avec l'homme qui a détruit son passé. C'est une histoire sur la fine ligne entre l'amour et la haine, et comment la seule personne que vous aviez juré de ne jamais pardonner pourrait être la seule capable de vous aider à tout reconstruire. Alors, installez-vous confortablement et commençons notre histoire. Commentez avec un emoji cœur brisé si vous avez déjà dû faire face à un fantôme de votre passé, et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires de seconde chance et de passion inoubliables. Préparez-vous à une histoire qui pose la question: que se passe-t-il lorsque votre plus grande réussite est liée à votre plus profond chagrin? C'est une histoire d'ambition, de pardon, et d'un amour si puissant qu'il pourrait redessiner un horizon, ou les laisser tous les deux dans les ruines de ce qui aurait pu être. L'odeur du café torréfié et la lumière dorée du matin se déversant sur le lac Michigan constituaient le rituel de Nora Martin. À 28 ans, elle n'avait pas beaucoup de rituels, mais celui-ci était sacré. C'était le moment où la ville de Chicago s'éveillait encore, et où son esprit, libéré des interruptions de la journée, pouvait s'envoler. Et il s'envolait toujours au même endroit. Les lignes d'acier audacieuses, les façades de verre durables et l'âme palpitante de la tour élyséenne, le projet qui consumait ses jours et hantait ses nuits. Assise à son bureau au 35e étage du cabinet de design Stature, elle fit glisser son doigt sur l'écran de sa tablette, admirant le rendu 3D du gratte-ciel qui était, en tout point, son enfant. Une tour commerciale et résidentielle qui promettait de devenir une nouvelle icône dans l'horizon déjà légendaire de Chicago. Elle contenait son énergie, son dévouement, sa sueur. Et surtout, elle contenait les morceaux de son cœur qu'elle avait utilisés pour combler le vide laissé il y a 7 ans. 7 ans. Un clin d'œil pour l'univers. Une éternité pour un cœur brisé. À 21 ans, à l'université Northwestern, Nora avait juré 2 choses avec la fureur d'une âme trahie. Qu'elle deviendrait une architecte de renom et qu'elle n'aimerait plus jamais, au grand jamais, Adrien Lefebvre. La première promesse, elle l'accomplissait avec une détermination féroce. La seconde était une blessure qu'elle touchait de temps en temps, juste pour s'assurer que la cicatrice était toujours là, un rappel brutal de sa propre folie. « Redescends sur terre, Nora !» La voix de Jeanne, sa collègue et unique amie au bureau, la tira de ses rêveries. « Tu rêves encore de ta tour? Si tu l'aimais encore plus, elle sortirait de terre par la seule force de ta volonté. » Nora sourit, un sourire sincère, mais qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux gris-bleus. « C'est le seul homme qui ne me déçoit pas, Jeanne. Il mérite toute mon attention. » Jeanne s'appuya contre la cloison vitrée du bureau de Nora, une tasse de thé à la main et une expression inquiète sur le visage. « En parlant de déception, tu as entendu les rumeurs? La réunion d'urgence aujourd'hui à 10 heures. » L'estomac de Nora se noua. Les rumeurs circulaient depuis des semaines. Stature, un cabinet de taille moyenne au grand prestige créatif, était en difficulté financière. « J'ai entendu. On dit qu'on a été racheté. »« Pas juste racheté, Nora. On a été avalé tout cru, » dit Jeanne en baissant la voix, par le groupe Lefebvre. Le nom la frappa comme un coup de poing à la poitrine, lui coupant le souffle. Lefebvre. C'est un nom courant, se dit-elle. Une coïncidence stupide et cruelle. Ça ne pouvait pas être lui. L'Adrien qu'elle connaissait était un étudiant en ingénierie rêveur qui parlait de construire des ponts, pas des empires. Il n'avait rien,
Ils n'avaient rien, sauf l'un l'autre, et à l'époque, cela semblait être tout. Le groupe Lefebvre est un géant de New York, réussit à dire Nora, la voix plus tremblante qu'elle ne l'aurait souhaité. Que voudrait-il d'un cabinet de design à Chicago? Exactement. Ce sont des requins. Ils achètent des sociétés plus petites, aspirent les talents et les projets, puis jettent la carcasse. On dit que le PDG en personne vient de New York pour la transition. Un certain A. Lefebvre. On dit qu'il est impitoyable, un fantôme. Il n'y a presque aucune photo de lui en ligne, mais tout le monde dans le milieu connaît sa réputation. A. Lefebvre. L'initiale transperça le brouillard de déni de Nora. Non, impossible. Elle secoua la tête, forçant un rire qui sonna creux. Toi et tes théories du complot, ce doit être son père, un oncle, n'importe qui. Espérons juste qu'ils aiment l'Élyséenne. Mais la graine de la panique avait été plantée. Les heures jusqu'à 10 heures s'écoulèrent comme une torture. Nora essaya de se concentrer sur les calculs de charge de vent de la tour, mais tout ce qu'elle voyait était son sourire, les yeux verts qui semblaient contenir des forêts entières, la façon dont il prononçait son nom. Elle se souvint de la dernière fois qu'elle l'avait vu. Par une froide nuit d'automne, sur le vieux pont de pierre au-dessus du ruisseau du campus. Il était pâle, distant. « Je ne peux plus faire ça, Nora. C'est fini. Aucune explication. Aucun pourquoi. » Il s'était juste retourné et était parti, emportant avec lui l'avenir qu'ils avaient dessiné ensemble, au dos de notes de calcul. À 10 heures précises, tous les employés furent convoqués dans la salle de conférence principale. L'air était lourd d'anxiété. Monsieur Fournier, le fondateur de stature, aux cheveux gris et au regard bienveillant, se tenait au pupitre, l'air d'avoir vieilli de 10 ans. « Bonjour à tous », commença-t-il, la voix étranglée par l'émotion. Comme beaucoup d'entre vous l'ont déjà supposé, le cabinet de design stature entame un nouveau chapitre. Nous avons été acquis par le groupe Lefebvre. Un murmure parcourut la salle. Nora sentit le sang se glacer dans ses veines. Cette fusion nous donnera les ressources nécessaires pour atteindre de nouveaux sommets, poursuivit Fournier, lisant un discours clairement préparé. Et pour diriger cette nouvelle phase, je voudrais vous présenter le nouveau PDG qui dirigera nos opérations, Monsieur Adrien Lefebvre. Le temps s'arrêta. Nora retint son souffle. Les doubles portes au fond de la salle s'ouvrirent, et il entra. Il n'était plus l'étudiant de 23 ans en sweatshirt universitaire au sourire facile. Cet homme était une force de la nature. Vêtu d'un costume Tom Ford bleu marine qui semblait sculpté sur son corps, il se déplaçait avec une confiance prédatrice qui dominait la pièce. Ses cheveux châtain clair étaient coupés avec une précision militaire, et son visage, maintenant plus anguleux et défini par une mâchoire forte, était celui d'un homme qui ne demandait pas ce qu'il voulait, mais le prenait. Mais les yeux étaient les mêmes, ce vert profond et orageux qui hantait ses rêves. Il se dirigea vers le pupitre, serra la main de Monsieur Fournier et se tourna vers l'auditoire. Son regard balaya la pièce, professionnel, impersonnel, évaluateur. Pendant une seconde, Nora crut qu'il ne l'avait pas vu, qu'elle n'était qu'un visage de plus dans la foule. Elle se tassa sur sa chaise, souhaitant que le sol l'avale. Puis ses yeux s'arrêtèrent. Ils la trouvèrent. Pendant une fraction de seconde, le masque du PDG impitoyable vacilla. Nora vit une lueur dans son regard, choc, reconnaissance, peut-être même de la douleur. Ce fut si rapide qu'elle aurait pu l'imaginer. Mais non, elle connaissait ce regard. Il se reprit instantanément, son visage redevenant une toile blanche. Il s'éclaircit la gorge et le son de sa voix, un baryton plus profond et plus résonnant que dans son souvenir, remplit le silence. « Bonjour, je suis Adrien Lefebvre. » Il parla et chaque mot était net, précis, dénué d'émotion. Il parla de synergie, d'optimisation des actifs, de l'avenir de l'entreprise. Nora n'entendit rien. Son esprit c'était un tourbillon de chaos. Le son de son cœur battait si fort à ses oreilles qu'il noyait tout le reste. C'est lui, c'est lui, c'est lui. L'homme qui avait brisé son cœur. L'homme auquel elle avait juré de ne plus jamais penser. Le fantôme de son passé n'était pas seulement de retour. Il avait acheté le bâtiment, l'entreprise, le projet qui était sa vie. Il était son nouveau patron. La réunion se termina, et les gens commencèrent à se lever, parlant en chuchotements nerveux. Nora resta assise, paralysée. Elle devait sortir, prendre l'air. Elle se leva d'un pas mal assuré, son sac en cuir glissant de son épaule et heurtant le sol avec un bruit sourd. Rouges à lèvres,
Clés et stylos se dispersèrent sur la moquette. Alors qu'elle se penchait pour ramasser ses affaires, les mains tremblantes, une paire de chaussures Oxford en cuir impeccablement cirées s'arrêta juste devant elle. Lentement, elle leva le regard. Adrien se tenait là, la dominant, son ombre l'engloutissant. Son visage était impénétrable, mais ses yeux verts la transperçaient. Il se pencha, non pour aider, mais pour se rapprocher, et l'odeur familière de son eau de Cologne, un mélange coûteux de bois de santal et de bergamote, l'enveloppa, ramenant une avalanche de souvenirs qu'elle avait tant lutté pour enterrer. Il tendit la main et ramassa une petite règle d'architecte qui avait roulé près de son pied. Il la tint un instant, ses longs doigts stables enroulés autour de l'objet qu'elle utilisait tous les jours. Puis il parla, sa voix basse, un murmure destiné à elle seule, tranchant le bruit de la pièce comme une lame. « Nora !» Juste son prénom. Mais de ses lèvres, après 7 ans de silence, cela sonnait comme une sentence. Le contrat qu'elle avait passé avec son cœur brisé venait d'être réduit en miettes. L'écho de son prénom, prononcé par lui, poursuivit Nora jusqu'à son bureau. Elle s'assit, mais le monde autour d'elle semblait déformé, les contours flous comme sur une photographie mal mise au point. La règle qui l'avait touchée était froide dans sa main, mais sa peau picotait comme si elle avait été marquée au fer rouge. Jeanne s'approcha, les yeux remplis d'une question qu'elle n'osait pas poser à voix haute. Nora se contenta de secouer la tête, un geste minimal, un appel silencieux à un espace qui n'existait plus. Le bureau, autrefois son sanctuaire, ressemblait maintenant à une cage de verre, et le prédateur était au dernier étage. Elle essaya de se concentrer sur l'écran, sur les lignes épurées de la tour élyséenne, mais son visage se superposait au projet. Pas le visage du PDG froid et calculateur qui l'avait dévisagé dans la salle de conférence, mais le visage du jeune homme de 23 ans, les cheveux ébouriffés par le vent d'Evanston, ses yeux verts brillants de promesses qu'il ne tiendrait jamais. Elle se détesta pour se souvenir, détesta la faiblesse, la fissure dans son armure si soigneusement construite que son apparition avait transformée en faille géologique. « Reprends-toi, Nora, s'ordonna-t-elle. Ce sont les affaires. Il n'est qu'un client, un patron, un obstacle, un mensonge si fragile qu'il se désintégra à l'instant où il fut formulé. Il ne serait jamais juste quelque chose. » Un carillon strident l'attira de sa transe. Un email. L'expéditeur fit trébucher son cœur, Adrien Lefebvre. L'objet était aussi clinique et brutal qu'un scalpel. Réunion, examen du projet élyséen. Le corps du message était encore plus impersonnel. Mon bureau, 11h ans. Soyez préparés pour une analyse complète. 10h47. Elle avait 13 minutes pour se ressaisir. 13 minutes pour enterrer 7 ans de douleur et de colère sous un masque de professionnalisme. Elle se leva, sentant les regards curieux de ses collègues comme des aiguilles sur sa peau. Elle se rendit aux toilettes, le son de ses talons sur le sol poli faisant écho à sa marche forcée. Devant le miroir, elle vit une étrangère. Ses yeux gris-bleu étaient dilatés, sa peau pâle à l'exception de 2 taches rouges sur ses joues. La trahison, c'est ce que son visage trahissait. La trahison de son propre corps qui refusait d'obéir à son esprit. Elle s'aspergea le visage d'eau froide, le choc l'aidant à calmer ses nerfs. Elle prit une profonde inspiration, puis une autre, puis une troisième. Elle ajusta son blazer, un geste inutile qui trahissait son trouble intérieur. « Tu es Nora Martin, architecte senior. Tu as conçu la tour élyséenne. Tu as le contrôle. » Un autre mensonge, mais cette fois, elle s'y accrocha avec la force d'une femme qui se noie. La montée en ascenseur jusqu'au dernier étage fut la plus longue de sa vie. Le numéro de l'étage grimpait, et à chaque carillon, la pression dans sa poitrine montait. Les portes s'ouvrirent sur un nouveau monde. Là où se trouvait l'accueil chaleureux et légèrement démodé de M. Fournier, il y avait maintenant un espace minimaliste de verre, d'acier brossé et de marbre blanc. Froid, impersonnel, puissant. L'unique secrétaire, une femme élégamment vêtue, qui semblait aussi neuve que le mobilier, leva les yeux. « Mademoiselle Martin, il vous attend. » Il même pas un nom, comme s'il était une divinité. La porte du bureau était lourde, en chêne foncé. Nora hésita une fraction de seconde, la main planant au-dessus de la poignée en métal froid. Puis, elle la tourna. Adrien se tenait dos à la porte, face à l'immense baie vitrée qui occupait tout le mur. La silhouette de son costume coûteux se découpant sur le ciel de Chicago était l'image même du pouvoir, une figure monolithique qui semblait posséder non seulement cette pièce, mais toute la ville qui s'étendait en contrebas.
Le léger clic de la porte se refermant le fit se retourner lentement. Le silence qui s'installa était dense, lourd de mots non dits. Il ne sourit pas. Il la regardait simplement de ses yeux verts perçants, et elle eut l'impression qu'il pouvait voir à travers sa façade, à travers les 7 années, jusqu'à la jeune fille de 21 ans qu'il avait laissée derrière lui. « Martin, dit-il, sa voix de baryton douce glissant dans l'air et l'enveloppant. Pas Nora. Martin. La formalité était une arme. Asseyez-vous. » Il désigna l'une des 2 chaises en cuir devant son immense bureau en acajou. Elle s'y dirigea, consciente de chaque mouvement, sentant son regard la suivre. Le bureau était une barrière entre eux, une forteresse, et elle était à l'extérieur. Elle posa sa tablette sur la surface polie. Il s'assit, le mouvement fluide et contrôlé. « La tour élyséenne », commença-t-il sans préambule, ses doigts tapotant l'écran d'un moniteur intégré au bureau. Le rendu du projet de Nora apparut, magnifique et imposant. Un design ambitieux, peut-être trop ambitieux. La critique professionnelle et voilée la piqua. « C'est un design innovant », contra-t-elle, la voix plus ferme qu'elle ne se sentait. « Il répond à toutes les exigences du client initial et établit une nouvelle norme de durabilité pour la ville. » « Le client initial n'est plus dans l'équation, » dit Adrien, les yeux fixés sur l'écran. Mais Nora savait que chaque mot lui était destiné. « Le client, c'est moi maintenant, et mes exigences sont différentes. La première est le profit, la seconde est l'efficacité. L'esthétique vient en troisième. » Ces mots étaient un blasphème pour Nora. L'Élyséenne n'était plus que du profit. C'était de l'art, c'était de la fonction, c'était un héritage. Et il parlait de la démanteler, pièce par pièce, avec sa logique froide et corporatiste. Alors qu'il parlait de budget, de délai et de retour sur investissement, l'esprit de Nora se rebella. Elle se retrouva transportée ailleurs, à une autre époque. Un petit restaurant graisseux près du campus, l'odeur de café brûlé et de friture dans l'air. Ils étaient assis dans une banquette en vinyle rouge craquelé, une serviette en papier étalée entre eux. Adrien, avec un crayon emprunté, dessinait les lignes d'un pont, expliquant la contrainte et la répartition de la charge avec une passion qui la laissait sans voix. « Un pont, ce n'est pas juste de l'acier et du béton, Nora, » avait-il dit, ses yeux verts brillant plus fort que les néons au-dessus. « C'est une promesse. La promesse que tu peux passer d'où tu es à où tu veux être. » Il lui avait pris la main par-dessus la serviette griffonnée, leurs doigts s'entrelaçant. Le contact était électrique, familier. C'est ce que nous sommes, une promesse. La voix de l'Adrien d'aujourd'hui la ramena brutalement à la réalité. Par conséquent, la façade en verre à double vitrage avec des ailettes photovoltaïques sur mesure. Le coût est exorbitant. Un système plus standardisé réduirait le budget de 18%. 18%! Il avait réduit l'âme de son bâtiment à un pourcentage. La colère, chaude et bienvenue, monta à la gorge de Nora. C'était un bouclier bien meilleur que la douleur. Cela réduirait également l'efficacité énergétique de 35% et détruirait complètement l'intégrité du design, rétorqua-t-elle, le ton sec. Pour la première fois, une lueur d'émotion traversa son visage, un éclair dans ses yeux. Surprise? Respect? Ou peut-être la même irritation qu'elle ressentait. Il se leva. Le mouvement fut si soudain que Nora tressaillit instinctivement. Il contourna le bureau et se tint derrière elle, si près qu'elle pouvait sentir la chaleur irradiée de son corps. Son parfum, ce dangereux mélange de bois, de santal et de bergamote, emplit ses poumons. Il était plus riche, plus cher, mais indubitablement le même qui s'accrochait autrefois à ses draps. Elle pouvait entendre sa respiration régulière, un son bas et constant qui semblait faire écho au battement frénétique de son propre cœur. Il se pencha, pointant sa tablette. Son doigt plana à quelques millimètres de la surface, près de sa main. « Montrez-moi les calculs d'efficacité, les données brutes. » Sa proximité était suffocante. C'était une tactique, elle le savait, une démonstration de pouvoir, de domination physique. Il envahissait son espace, la forçant à reconnaître sa présence non seulement en tant que patron, mais en tant qu'homme. L'homme qui la connaissait mieux que quiconque, et il l'utilisait contre elle. Avec des mains qui tremblaient légèrement, elle ouvrit les fichiers, ses doigts maladroits sur le clavier. Il resta là, son ombre tombant sur elle, pendant qu'elle parcourait les données. Le silence s'étira, rempli seulement par le son doux de sa respiration et le bourdonnement lointain de la ville à l'extérieur. Chaque seconde était une agonie. Elle sentit une rougeur chaude monter le long de son cou, trahissant le calme qu'elle essayait de projeter. Finalement, il se redressa.
J'analyserai ça, dit-il, sa voix redevenue froide et distante. Il retourna derrière sa forteresse d'acajou. Je veux une nouvelle proposition sur mon bureau d'ici vendredi. 3 options de façade alternatives avec ventilation des coûts et impact sur le calendrier. C'était un ordre impossible. Il faudrait des semaines à son équipe. C'était une punition. Ce n'est pas, commença-t-elle à protester. Vendredi, Martin, la coupa-t-il, ses yeux verts comme des éclats de glace. Je veux voir de quoi ma nouvelle architecte en chef est capable. Il prit un stylo, un geste clair de renvoi. La réunion était terminée. Nora se leva les jambes chancelantes. Elle prit sa tablette et se dirigea vers la porte sans se retourner. La main sur la poignée, elle s'arrêta. La colère et l'humiliation se livraient bataille en elle. Elle devait dire quelque chose, n'importe quoi. Elle se retourna. Il la regardait déjà, le stylo immobile dans sa main. « Pourquoi » murmura-t-elle, le mot s'échappant avant qu'elle ne puisse le retenir. Il ne s'agissait pas de la façade. Il ne s'agissait pas du projet. Il s'agissait du pont de pierre sur le campus, de la serviette griffonnée, de 7 ans de silence. Il serra la mâchoire, un resserrement musculaire presque imperceptible. Ses yeux s'assombrirent. Un instant, elle entrevit l'homme qu'elle avait connu, une fissure dans sa façade de millionnaire. « Parce que les affaires sont les affaires, Nora, » dit-il, et l'utilisation de son prénom fut plus cruelle que n'importe quelle insulte. « Vous feriez bien de la prendre rapidement. » Vendredi. Le mot flottait dans l'air comme une sentence de mort. Nora retourna vers son équipe, non pas en leader vaincu, mais en général sur le pied de guerre. L'humiliation ressentie dans le bureau d'Adrien s'était cristallisée en une fureur froide et précise. C'était une énergie familière, la même qui l'avait propulsé à travers les examens finaux à l'université, la même qui l'avait fait travailler toute la nuit pour construire sa carrière sur les cendres de son cœur. Si Adrien Lefebvre voulait une guerre, il l'aurait. « Il veut 3 nouvelles propositions de façade pour vendredi », annonça-t-elle à sa petite et loyale équipe de 2 architectes juniors, Léo et Maria. Léo, un jeune prodige aux lunettes à monture épaisse, s'étouffa avec son café. « Vendredi, ce vendredi ? Nora, c'est impossible. Le rendu seul prend plus de temps que ça. »« Impossible est un mot qui n'est pas dans notre vocabulaire cette semaine, » dit Nora, sa voix aussi tranchante que du verre brisé. « Nous dormirons ici s'il le faut. Nous vivrons de café et de la satisfaction de lui prouver qu'il a tort. Séparez-vous. Léo, tu prends l'analyse structurelle des matériaux alternatifs. Maria, commence à esquisser les concepts. Je m'occupe des coûts et de l'intégration avec le design de base. Maintenant. » Son intensité était contagieuse. Ils ne la questionnèrent pas davantage. L'odeur de la détermination mêlée à l'arôme toujours plus fort du café remplit leur petite section du bureau. Les heures se fondirent en un flou de calculs, de dessins et de débats chuchotés. Le reste du bureau se vida à la fin de la journée, les lumières s'éteignant une par une, les laissant sur leur îlot de travail brillamment éclairé. À 22 heures, Nora renvoya Léo et Maria chez eux. Ils protestèrent, mais leurs yeux étaient brouillés par l'épuisement. « Qu'allez » ordonna-t-elle avec une douceur qui la surprit elle-même. « Reposez-vous, la bataille continue demain. Je vais rester pour organiser ce que nous avons jusqu'à présent. » Quand les portes de l'ascenseur se refermèrent, les emportant, un silence profond s'abattit sur le 35e étage. C'était un silence que Nora chérissait habituellement, un cocon où naissaient ses meilleures idées. Mais ce soir, le silence semblait lourd, oppressant. C'était le silence d'un champ de bataille après le premier affrontement. Elle s'assit à son bureau, les épaules endolories, la tête lancinante. La ville à l'extérieur était une tapisserie de lumière scintillante, indifférente à sa lutte privée. Elle ferma les yeux un instant, se massant les tempes, et c'est là qu'elle le sentit. Un subtil changement dans l'air, une présence. Ses yeux s'ouvrirent d'un coup. Il se tenait à l'entrée de sa section, partiellement obscurcie par les ombres, Adrien. Sans sa veste, la cravate desserrée et les manches de sa chemise blanche retroussées jusqu'au coude, révélant des avant-bras forts et une montre chère qui brillait faiblement. Il ressemblait moins à un PDG et plus à l'homme dont elle se souvenait. Sa vue la désarçonna. « Vous travaillez tard, Martin ?» Sa voix était basse, presque un murmure, mais elle trancha le silence. Son cœur martela contre ses côtes. « Je respecte un délai impossible, Lefebvre. » La réplique sortit plus sèche qu'elle ne l'avait prévu. Il ne réagit pas à son hostilité. Au lieu de cela, il marcha lentement vers elle.
ses chaussures chères faisant un bruit presque inaudible sur la moquette. Il s'arrêta à côté du bureau de Léo, ramassant l'une des esquisses préliminaires. Ses doigts, longs et habiles, les mêmes doigts qui avaient autrefois tracé le contour de son visage, tenaient le papier avec une délicatesse inattendue. « Fer électrochrome avec inserts en titane. Cher, observa-t-il son ton purement analytique, mais intéressant. Il évaluait son travail, envahissant son processus créatif, son territoire. Chaque fibre de l'être de Nora lui hurlait de le renvoyer. Mais il était le patron, le propriétaire. C'était son territoire maintenant, aussi. La prise de conscience laissa un goût amer dans sa bouche. « C'est une des options, » dit-elle, gardant une voix neutre. Il reposa l'esquisse sur le bureau et son regard croisa le sien. Sous la lumière artificielle du bureau, les ombres sur son visage semblaient plus profondes, et elle pouvait voir la subtile fatigue autour de ses yeux. Il avait l'air fatigué, lui aussi. L'observation ne lui apporta aucune satisfaction, seulement une pointe de quelque chose qu'elle refusa de nommer. « Vous n'avez pas mangé, constata-t-il. Ce n'était pas une question. » Son regard glissa vers l'emballage vide d'un snack de distributeur et les plusieurs tasses de café sur son bureau. « Je n'ai pas eu le temps, » répondit-elle sèchement. Il resta silencieux un moment, la regardant simplement. Nora sentit la chaleur de ce regard comme un contact physique. Il était évaluateur, intense, et la rendit inconfortablement consciente de ses cheveux relevés en un chignon désordonné et de son absence de maquillage. Elle se sentit exposée, vulnérable. Pourquoi est-il ici? La question résonnait dans son esprit. Pour jubiler? Pour superviser son humiliation? Comme s'il lisait dans ses pensées, il bougea. « Je vais chercher un café, vous en voulez un ?» L'offre de normalité était si choquante qu'elle la laissa sans voix pendant une seconde. « J'ai du café. »« Vous avez de la boue brune dans une tasse ?» dit-il, le fantôme d'un sourire touchant ses lèvres avant de disparaître. « Je vais chercher du vrai café. » Avant qu'elle ne puisse protester, il était parti. Nora resta là, le cœur battant à tout rompre, ce quasi-sourire. C'était un aperçu de l'ancien Adrien, l'Adrien qui la taquinait sur sa mauvaise habitude de boire du café réchauffé à l'université. Elle le détesta pour ça, détesta comment ce petit geste ouvrait une porte vers des souvenirs qu'elle avait gardés sous clé. Il revint quelques minutes plus tard avec 2 gobelets en papier d'un café chic du rez-de-chaussée. Il en posa un sur son bureau, la chaleur s'infiltrant à travers le carton. L'odeur d'un bon expresso, riche et fort, emplit l'air. « Merci » marmonna-t-elle contre son gré. Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il tira une chaise d'un bureau vide et s'assit, pas trop près, mais assez près pour que l'espace entre eux vibre d'une tension palpable. Il prit une autre pile de ses calculs de coûts. Ils travaillèrent en silence. Un silence étrange, non plus vide, mais rempli de leur présence partagée. Le seul son était le cliquetis doux de leur souris et le tournoiement occasionnel d'une page. Nora essaya de se concentrer, mais sa conscience de lui était une distraction constante. La façon dont il passait une main dans ses cheveux quand il se concentrait. Le son bas et guttural qu'il faisait au fond de sa gorge quand il trouvait un chiffre qu'il n'aimait pas. De petites habitudes qu'elle pensait avoir oubliées, mais qui étaient gravées dans sa mémoire. Après presque 1 heure, il parla, sa voix rauque à cause du silence. « Cet algorithme de dispersion de charge que vous avez utilisé pour la structure de support, il est nouveau. Ça a quelque chose sur lequel je travaille, dit-elle, surprise qu'il ait remarqué un détail aussi technique. Je l'ai adapté d'un modèle utilisé en ingénierie aérospatiale. Il hocha la tête, les yeux fixés sur les chiffres. C'est brillant et risqué. Il leva les yeux vers elle. Vous avez toujours aimé prendre des risques. L'observation était si personnelle qu'elle lui coupa le souffle. Ce n'était pas son patron qui parlait. C'était Adrien. Et il se souvenait. Il se souvenait d'elle. Certains risques en valent la peine, répondit-elle, la voix basse. L'intensité dans ses yeux s'approfondit. Et d'autres peuvent tout détruire. Le double sens flotta entre eux, lourd et indéniable. Il ne parlait plus d'architecture. Il se leva, le mouvement brusque. Il est tard. Vous devriez rentrer chez vous. Je partirai quand j'aurai fini, dit-elle, le défi de retour dans sa voix. Il fit un pas vers elle, s'arrêtant juste devant son bureau. Il se pencha en avant, plaçant ses mains sur la surface, la piégeant sur place. Elle dut pencher la tête en arrière pour le regarder. Sa proximité était écrasante. Elle pouvait voir chaque détail de son visage. La petite cicatrice près de son sourcil, les rides de fatigue autour de ses yeux verts, l'ombre de sa barbe naissante sur sa mâchoire,
Son parfum l'enveloppait complètement. « Ce n'était pas une suggestion, Nora, dit-il, sa voix un murmure dangereux. Son utilisation de son prénom à nouveau, cette fois sur un ton intime, fit s'emballer son pouls. C'est un ordre. Je ne veux pas que mon architecte en chef s'effondre d'épuisement. Votre bien-être est un atout de l'entreprise. Rentrez chez vous. » C'était l'excuse parfaite, une logique d'entreprise pour masquer quoi? De l'inquiétude? Du contrôle? Impossible à dire, mais la bataille en elle faisait rage. Une partie d'elle, la partie professionnelle et fière, voulait lui cracher au visage. L'autre partie, une partie plus ancienne et traîtresse, se réchauffait à l'inquiétude feinte dans sa voix. Elle commença à se lever, prête à le défier, mais ses jambes étaient faibles. Il sembla le remarquer. Sa main bougea, un réflexe, et ses doigts se refermèrent sur son bras pour la stabiliser. Le contact fut comme un éclair. La chaleur se propagea sur sa peau, remontant son bras et explosant dans sa poitrine. 7 ans de distance s'évaporèrent en ce seul point de contact. Son corps se souvenait de lui, chaque cellule, chaque nerf. C'était une trahison viscérale. Ses yeux tombèrent là où sa main agrippait son bras. Son expression changea. Le masque du PDG glissa un instant, révélant quelque chose de brut et de vulnérable. Sa prise se desserra, mais il ne la lâcha pas. Son souffle se coupa dans sa gorge. Il était si proche, si proche. Puis, comme s'il s'était brûlé, il la relâcha et recula, la distance entre eux devenant un gouffre gelé. Il recomposa son masque, mais il était trop tard. Elle avait vu. « Vendredi, Martin, » dit-il, sa voix de nouveau tendue et formelle. Et sans un mot de plus, il se retourna et disparut, la laissant seule dans le silence, avec le fantôme de son contact brûlant sur sa peau. Les chapitres restants suivront avec la même fidélité à la stratégie de localisation. L'air de jeudi était vif, un vent implacable du lac fouettant le chantier de construction de la tour élyséenne. Nora sentit les rafales sur ses joues, une bouffée de froid qui contrastait avec l'irritation qui couvait en elle. Elle était dans son élément ici, au milieu du chaos contrôlé de la construction, de l'odeur de béton humide et de terre retournée, de la symphonie des marteaux-piqueurs et des cris des ouvriers. C'était l'endroit où ses desseins devenaient réalité, mais aujourd'hui son sanctuaire avait été envahi. Adrien Lefebvre, portant un casque de chantier d'un blanc immaculé qui semblait offenser la poussière et la boue environnante, se tenait à quelques mètres, parlant au contremaître. Même ici, au milieu de la saleté et du travail brut, il dégageait une autorité innée. Son manteau coûteux était déboutonné, révélant le costume impeccable en dessous, une île d'ordre corporatiste dans une mer de chaos. Il n'avait pas sa place ici. Et pourtant, il la commandait. La nuit précédente au bureau avait laissé une marque invisible sur Nora. Le fantôme de son contact brûlait encore sur sa peau, un souvenir qui l'avait empêché de dormir, la faisant se tourner et se retourner dans ses draps, se détestant pour sa réaction et le détestant de l'avoir provoqué. Elle était arrivée au travail ce matin-là avec une détermination glaciale, prête à maintenir autant de distance que possible. Mais il avait d'autres plans. Une visite de chantier impromptue, avait-il dit dans l'email laconique envoyé à 8 heures du matin. Ce n'était pas une invitation, c'était une convocation. Maintenant, elle le regardait faire des gestes, pointant les poutres d'acier qui s'élevaient contre le ciel gris de Chicago. Il posait des questions, et ces questions étaient pointues, précises. Il n'était peut-être pas architecte, mais il comprenait l'ingénierie, la logistique, la résistance des matériaux. Il comprenait la colonne vertébrale de son projet, et cela l'exaspérait, et, quelque part, en secret et au fond d'elle, l'impressionnait. Il se tourna et marcha vers elle, ses chaussures en cuir s'enfonçant légèrement dans la terre battue. Le calendrier des fondations a 6% de retard, Martin. Le contremaître blâme les pluies inattendues de la semaine dernière. C'était une pluviométrie record, se défendit Nora, croisant les bras sur sa poitrine, un geste de barrière. Nous avons perdu 2 jours de travail. Nous avons déjà réajusté le calendrier pour compenser dans les prochaines phases. Compenser signifie accélérer. Accélérer signifie augmenter le risque d'erreur, contra-t-il, ses yeux verts fixés sur les siens, impassibles. Je ne veux pas d'erreur sur ce projet. L'implication était claire. Une erreur serait la sienne. La pression était constante, implacable. Il n'y aura pas d'erreur, dit-elle, sa voix aussi ferme que l'acier qui les entourait. Il leva les yeux vers la structure squelettique qui atteignait déjà le 10e étage. Le vent hurlait à travers les poutres ouvertes, un son lugubre et menaçant. Nora suivit son regard.
Même à l'état brut, la tour élyséenne était magnifique. Les courbes qu'elle avait conçues étaient déjà visibles, une promesse de l'élégance à venir. Un instant, ils partagèrent un silence, tous deux contemplant la même création. C'était un sentiment étrange, presque intime, que Nora s'empressa d'écraser. C'est à ce moment-là que c'est arrivé. Un son sec, un sifflement qui trancha le bruit constant du chantier, un cri d'avertissement venu d'en haut. Nora leva les yeux instinctivement. Contre le ciel pâle, un objet sombre et métallique tombait en chute libre. Une tôle de métal, probablement délogée d'un échafaudage par une rafale de vent plus forte. Elle n'était pas grande, mais elle tombait vite, en tournoyant, un projectile mortel. Le temps sembla s'étirer, s'épaissir comme de la mélasse. L'esprit de Nora enregistra la trajectoire. Elle n'allait pas la toucher. Elle atterrirait à quelques mètres, près d'un tas de barres d'armature. Elle se figea, son cerveau traitant le danger, son corps paralysé une fraction de seconde. Mais Adrien ne traita pas l'information. Il réagit. Dans un flou de mouvements qui défiait son extérieur de dirigeant, il l'atteignit. Il n'y eut aucune hésitation, aucune réflexion. C'était de l'instinct pur. « Nora !» cria-t-il, et le son de son prénom, arraché de lui dans une panique pure, la frappa plus fort que toute autre chose. Une main forte agrippa son bras, l'autre s'enroula autour de sa taille, et il la tira violemment de sa place. La force de l'attraction la déséquilibra. Il ne se contenta pas de la pousser hors du chemin, il se jeta avec elle, utilisant son propre corps comme bouclier, pivotant en l'air pour absorber l'impact de la chute. Ils heurtèrent le sol avec un bruit lourd et étouffé. L'air fut expulsé des poumons de Nora. Une seconde, tout ce qu'elle vit fut le ciel tournoyant. Puis, la réalité la frappa. Elle était allongée sur la terre froide et humide, avec le poids d'Adrien sur elle, la protégeant. Son casque s'était envolé, le sien aussi. Ses cheveux étaient à quelques centimètres de son visage, et l'odeur de la terre, de son eau de Cologne, et l'odeur purement masculine de sa peau emplirent ses sens. Un cliquetis métallique résonna à quelques mètres, le son de la tôle heurtant le tas de barres d'armature. Silence, puis des cris, des gens courant vers eux. Mais Nora n'entendit rien. Son univers entier s'était rétréci à la sensation de son corps, solide et chaud, sur le sien. Elle pouvait sentir son cœur battre, un martèlement frénétique et puissant contre son dos. Elle pouvait sentir son souffle saccadé près de son oreille. Sa main était toujours serrée sur sa taille, la prise possessive, désespérée. « Ça va ?» Sa voix était un murmure rauque et rude d'adrénaline et de peur. Ce n'était pas la voix de son patron, c'était la voix d'Adrien. L'Adrien qu'il avait autrefois tenu dans ses bras pendant un orage, l'Adrien dont elle avait cru les promesses. Elle ne trouva pas sa propre voix. Elle hocha simplement la tête, un minuscule mouvement de sa tête contre son manteau. Il ne bougea pas pendant une longue seconde, comme s'il avait besoin de s'assurer qu'elle était entière. Puis, lentement, il se poussa sur ses coudes, allégeant son poids. Il baissa les yeux vers son visage, et c'est là qu'elle le vit. La fissure dans l'armure n'était plus une fissure, c'était un gouffre. Le masque du PDG impitoyable s'était complètement brisé. Dans ses yeux verts, il n'y avait pas de glace, pas de calcul, seulement une terreur brute et indéniable. Une terreur qui était là pour elle. Sa mâchoire était serrée, un muscle tressautant, et il y avait une petite égratignure sur sa joue, saignant légèrement là où une pierre l'avait heurté dans la chute. Adrien, son nom s'échappa de ses lèvres, un souffle. Le son de son nom sembla à la fois le briser et le ramener à lui. Il cligna des yeux, et la vulnérabilité dans son regard fut rapidement voilée par un brouillard de contrôle. Il se releva, le mouvement rapide, presque dur, et lui tendit la main pour l'aider. Elle hésita un instant avant de la prendre. Le contact de sa main enveloppant la sienne envoya une autre décharge à travers son système. Il la remit sur pied avec aisance. Le contremaître et plusieurs ouvriers les rejoignirent, leur voix un flot d'excuses et d'inquiétude. « Monsieur Lefebvre, mademoiselle Martin, tout va bien ? Mon Dieu, je suis tellement désolé. » Adrien se tourna vers eux, et la transformation fut complète. Le PDG était de retour, sa voix aussi froide que l'acier. « Arrêtez toute activité au-dessus du 5e étage. Je veux un rapport de sécurité complet sur mon bureau dans 1 heure. Trouvez qui est responsable. Maintenant. » Les hommes se dispersèrent, intimidés par sa fureur glaciale. Il se retourna vers Nora. Elle se tenait là, couverte de poussière, le cœur battant toujours la chamade. Il la scanna de la tête aux pieds.
Une évaluation rapide et clinique, mais ses yeux s'attardèrent sur une déchirure dans son pantalon, où son genou était éraflé et saignait. Son visage se crispa. Il fit un pas vers elle, son bras se levant comme pour la toucher, mais il l'arrêta à mi-chemin. Il serra sa main en un point à son côté, combattant visiblement une impulsion. « Vous êtes blessé », dit-il, sa voix basse et tendue. « Ce n'est rien », répondit-elle, la voix tremblante. « Allons-y. » Il se tourna brusquement. « Nous partons, il faut que vous fassiez soigner ça. » Il commença à marcher vers la sortie du site, sans attendre de voir si elle le suivait. Mais Nora resta immobile un instant, regardant son dos large et rigide. Elle serra la main qu'il avait tenue en un point, et elle pouvait encore sentir la chaleur et la force de sa prise. Il l'avait sauvée. Sans réfléchir, il s'était mis en danger pour la protéger. Le millionnaire impitoyable, le PDG froid, l'homme qui lui avait brisé le cœur, il était toujours là, à l'intérieur. Et aujourd'hui, dans le chaos d'un chantier, elle l'avait vu. Son armure était fissurée et elle n'était pas sûre si la sienne était encore intacte. La robe était une arme, ou peut-être une armure. Nora n'arrivait pas à décider. Elle était d'un bleu profond, la couleur du ciel de Chicago juste après le coucher du soleil, et le tissu de soie épousait et flottait aux bons endroits. Elle laissait ses épaules nues, une exposition qui la faisait se sentir à la fois puissante et dangereusement vulnérable. En se regardant dans le miroir de son appartement, elle ne voyait pas l'architecte en blazer pratique et pantalon. Elle voyait une femme se préparant au combat, utilisant la beauté comme bouclier. Son genou, maintenant couvert par un pansement discret, lançait doucement sous le tissu, un rappel constant de la veille, un rappel de son poids sur elle, de la panique dans sa voix, de la terreur dans ses yeux. L'image était gravée dans son esprit, rejouant en boucle. L'Adrien Lefebvre qui l'avait sauvé n'était pas le même Adrien Lefebvre qui voulait sabrer le budget de son projet, et cette dissonance la déchirait de l'intérieur. Ce soir, il devait former une équipe. Un dîner chez Alinea, l'un des restaurants les plus exclusifs et convoités de la ville, avec un couple d'investisseurs de Boston, les Hamilton. Ils envisagèrent de financer toute l'aile résidentielle de luxe de la tour élyséenne. Le succès du projet dépendait de la performance de ce soir. Cela dépendait d'eux, d'elle et d'Adrien. L'ironie était si amère qu'elle pouvait la goûter. Un bourdonnement de son interphone la surprit. Il était en bas. Son cœur fit un bond violent et maladroit contre ses côtes. Elle prit une profonde inspiration, attrapa sa pochette et força ses pieds à bouger. Chaque pas hors de son appartement ressemblait à un pas vers l'échafaud. La voiture était une berline noire élégante aux vitres teintées, aussi anonyme et imposante que l'homme qui attendait à côté. Adrien lui ouvrit la portière avant que le chauffeur ne puisse le faire. Il était vêtu d'un costume sombre, presque noir, qui semblait avoir été taillé pour lui cet après-midi même. Ses yeux verts la balayèrent, un regard rapide et complet qui fit frissonner la peau nue de ses épaules. L'appréciation dans son regard était indéniable, mais elle fut instantanément voilée par son masque professionnel. « Martin, dit-il de sa voix de baryton douce, vous êtes ponctuel. »« Je prends mes engagements au sérieux, Lefebvre, » répondit-elle en se glissant sur le siège en cuir souple. L'odeur de l'intérieur de la voiture, cuir et sa subtile eau de Cologne, l'enveloppa, créant une bulle d'intimité forcée. Le trajet se fit dans un silence épais et chargé. Les lumières de la ville défilaient en flou par la fenêtre, des traînées dorées et argentées qui ne pouvaient pénétrer l'obscurité à l'intérieur de la voiture. Nora garda le regard fixé à l'extérieur, consciente de chaque respiration qu'il prenait, de chaque mouvement subtil. Elle pouvait le sentir la regarder, son regard un poids physique qu'elle sentait sur sa nuque. Le restaurant était un sanctuaire de design moderne et de gastronomie. L'éclairage était tamisé, les conversations des murmures doux et le cliquetis des couverts sur les assiettes en porcelaine était la seule musique. C'était un monde de pouvoir et de privilèges, le monde d'Adrien. Les Hamilton étaient déjà à une table réservée dans un coin discret. Arthur Hamilton était un homme aux cheveux argentés et aux yeux perspicaces. Sa femme, Eleanor, était élégante et observatrice. Les présentations furent faites, et Nora et Adrien se glissèrent dans leur rôle avec une perfection effrayante. Il était le PDG charismatique et visionnaire. Elle, l'architecte brillante et passionnée. Ils formaient un front uni, une symphonie de professionnalisme, un mensonge parfaitement exécuté. « Votre design est remarquable, mademoiselle Martin », dit Eleanor après le premier plat,
une œuvre d'art culinaire. Il a une âme, quelque chose qui va au-delà du simple verre et de l'acier. « Merci, Madame Hamilton », répondit Nora, ressentant une véritable chaleur de fierté. L'intention est de créer non seulement un lieu où vivre, mais un lieu d'appartenance, une communauté verticale. Tandis qu'elle parlait, décrivant les jardins suspendus, les espaces communs conçus pour encourager l'interaction, la manière dont la lumière naturelle serait exploitée dans chaque unité, elle oublia Adrien. Elle se perdit dans sa passion, dans sa vision. Sa voix devint plus forte, ses mains gesticulant pour aider à peindre le tableau. Et c'est là qu'elle le sentit, son regard. Elle leva les yeux et le trouva en train de la regarder de l'autre côté de la table. Il n'y avait pas de masque, pas de froideur. Dans ses yeux, il y avait une intensité qui lui coupa le souffle. C'était un mélange de fierté brute, d'admiration et de quelque chose de plus profond, quelque chose qui ressemblait à une vieille douleur, à un désir ardent. Le monde autour d'eux disparut. Il n'y avait qu'elle et lui, suspendus dans ce regard qui contenait 7 ans d'histoire non racontée. Arthur Hamilton gloussa, un son qui rompit le charme. La passion que vous avez tous les deux pour ce projet est évidente. Vous formez une équipe redoutable. L'alchimie est indéniable. Alchimie. Le mot explosa entre eux. Nora sentit une rougeur chaude monter le long de son cou, trahissant le calme qu'elle essayait de projeter. Elle attrapa son verre d'eau, mais ses mains tremblaient légèrement. Le verre glissa, menaçant de se renverser. Avant qu'il ne puisse tomber, la main d'Adrien fusa à travers la table, couvrant la sienne, la stabilisant. Son contact était électrique. Sa peau était chaude contre la sienne, ses longs doigts forts enserrant les siens avec une familiarité écrasante. C'était un geste rapide, presque imperceptible pour les autres, mais pour Nora ce fut un tremblement de terre. « Nous sommes tous deux très investis dans le succès de l'Élyséenne », dit Adrien, sa voix parfaitement calme, sans jamais quitter les Hamilton des yeux. Mais son pouce bougea, une caresse lente et subtile sur le dos de sa main. Un contact secret, intime, qui lui fit retenir son souffle. C'était un message, un geste de possession, un rappel, le tout sous le couvert d'un accident. Il relâcha sa main aussi vite qu'il l'avait prise. Le reste du dîner se passa dans un flou. L'esprit de Nora était en plein chaos. Elle répondit aux questions en pilote automatique, mais toute sa conscience était focalisée sur l'homme en face d'elle. Le jeu auquel il jouait était dangereux, et elle n'en connaissait pas les règles. Vers la fin de la soirée, Éléonore se pencha en avant avec un doux sourire. « Vous parlez de créer un foyer, mademoiselle Martin. C'est un mot si puissant. Pour vous, qu'est-ce qui transforme une maison en foyer ?» La question innocente la frappa comme un coup de poing, parce que la réponse était intrinsèquement liée à lui. Un foyer, pour elle, avait toujours été l'image qu'ils avaient peinte ensemble. Des dimanches matins paresseux, l'odeur du café, des piles de livres, des plantes mourant sur le rebord de la fenêtre parce qu'ils oubliaient tous les deux de les arroser, le son de son rire résonnant dans un minuscule appartement. Elle ouvrit la bouche pour donner une réponse préparée, mais aucun mot ne sortit. La douleur de ce souvenir perdu l'étouffa. Le silence s'étira une seconde de trop. C'est alors qu'Adrien intervint, sa voix douce remplissant le vide. « Nora croit qu'un foyer est un endroit où l'on n'a pas besoin d'armure, » dit-il, regardant directement Éléonore, mais chaque mot était une flèche visant le cœur de Nora. C'est un lieu défini par la lumière, pas seulement la lumière du soleil, mais la lumière qui vient de la sécurité d'être soi-même. C'est pourquoi chaque fenêtre, chaque espace ouvert de l'Élyséenne est conçu pour maximiser la lumière. C'est le cœur de sa philosophie. Elle le fixa stupéfaite. C'étaient ces mots, des mots qu'elle lui avait dits des années auparavant, par une nuit étoilée sur le campus, alors qu'il rêvait de l'avenir. Il s'en souvenait, dans les moindres détails. La soirée se termina peu après. Les Hamilton étaient clairement impressionnés. L'affaire était pratiquement conclue. En sortant, alors qu'ils attendaient la voiture, le vent froid de la nuit enveloppa les épaules nues de Nora, la faisant frissonner. Avant qu'elle ne puisse réagir, Adrien retirait son manteau. Il le drapa sur ses épaules. Le tissu était encore chaud de son corps, et son parfum l'enveloppa comme une étreinte. « Vous n'êtes pas obligé, » murmura-t-elle, sa voix faible. « Qu'ainsi, je le suis, » répondit-il, sa voix basse et rauque près de son oreille. Sa main s'attarda un instant sur sa nuque, son pouce caressant la peau sensible à cet endroit. Le geste était si possessif, si intime, qu'elle en trembla pour une toute autre raison. Le trajet du retour fut encore plus silencieux,
Mais le silence vibrait maintenant d'une énergie différente. Ce n'était plus seulement de la tension, c'était quelque chose de plus brut, de plus vulnérable. Quand la voiture s'arrêta devant son immeuble, aucun d'eux ne bougea. Le chauffeur attendait discrètement. « Merci pour le manteau », dit-elle en se tournant pour le lui rendre. Il ne le prit pas. Au lieu de cela, son regard croisa le sien dans la faible lumière de la voiture. Ses yeux verts étaient sombres, orageux, remplis d'émotions qu'elle ne pouvait déchiffrer. « Tu as été brillante ce soir, Nora, » dit-il, la voix rauque. Il s'est souvenu de qui tu étais. La phrase la déconcerta. Il s'est souvenu. « Comment qui ?» demanda-t-elle. Il se pencha un peu plus près, l'espace entre eux se réduisant à presque rien. Elle pouvait sentir son souffle sur son visage. « L'architecte en moi », murmura-t-il. Il s'est souvenu pourquoi il est tombé amoureux de l'architecte en toi. Et sur ce, il se recula, le moment brisé. Il fit un signe au chauffeur et sa portière s'ouvrit. Nora sortit, stupéfaite, son lourd manteau toujours sur ses épaules, sa chaleur et son parfum l'enveloppant, tandis que la voiture s'éloignait, la laissant seule sur le trottoir froid avec un cœur qui ne savait plus s'il battait de colère ou d'un terrible, interdit espoir. Le voyage devait être simple. Un vol rapide de Chicago à Aspen pour une réunion d'une journée avec les fabricants du verre spécial pour la façade de la tour élyséenne. Un vol commercial, avait supposé Nora. Mais lorsque la voiture de société la déposa à l'aéroport exécutif, devant un jet privé élégant, elle sentit le sol se dérober sous ses pieds. C'était une autre démonstration de pouvoir, un autre rappel de la distance colossale qui les séparait désormais. Son monde était fait de jets privés et de réunions dans des stations de montagne. Le sien, de nuits blanches, sur des plans d'architecte. Adrien était déjà à bord, travaillant sur son ordinateur portable dans un fauteuil en cuir beige. Il leva à peine les yeux quand elle entra. La formalité froide était de retour, comme si le dîner, le quasi-accident, le contact de sa main n'avaient jamais eu lieu. C'était un coup de fouet émotionnel qui la laissa étourdie. Elle s'assit dans le fauteuil le plus éloigné, le silence dans la cabine luxueuse n'étant rompu que par le bourdonnement des moteurs. La réunion à Aspen fut d'une efficacité brutale. Adrien mena les négociations avec la précision d'un chirurgien, réduisant les coûts et resserrant les délais, tandis que Nora fournissait les détails techniques, défendant l'intégrité de son design à chaque tournant. Ils travaillaient comme une machine bien huilée, leurs esprits en parfaite synchronisation, même si leur cœur était en guerre. C'était une danse dangereuse, et Nora s'en sentait épuisée. En fin d'après-midi, alors qu'ils se préparaient à retourner à l'aéroport, le ciel, qui avait été d'un bleu montagnard cristallin, était devenu d'un gris menaçant. Le vent hurlait à travers les pins, et les premiers flocons de neige, gros et lourds, commencèrent à tomber. « Un front froid inattendu », dit le pilote en les rejoignant dans le hall du petit aéroport. « Il se déplace vite. Aucun vol ne quitte Aspen ce soir. L'aéroport est fermé jusqu'à nouvel ordre. » La nouvelle frappa Nora comme une pierre. Piégée. Elle était piégée. Avec lui. L'idée était à la fois terrifiante et, d'une manière qu'elle se détestait d'admettre, électrisante. « Réservez-nous 2 chambres dans le meilleur hôtel disponible », ordonna Adrien à son assistant par téléphone. Sa voix calme et contrôlée, comme si être bloqué par un blizzard dans le Colorado était un inconvénient mineur, pas une catastrophe personnelle. Le meilleur hôtel était un lodge de luxe niché dans les montagnes, un lieu de cheminées en pierre, de poutres apparentes et de baies vitrées offrant une vue spectaculaire sur la tempête qui faisait maintenant rage à l'extérieur. Le monde était devenu un vortex blanc et hurlant, et bien sûr il n'y avait qu'une seule chambre de disponible, la suite présidentielle. « Inacceptable », dit Adrien au directeur, la voix glaciale. « Je suis vraiment désolé, monsieur Lefebvre, mais toute la ville est complète. C'est la première grosse tempête de neige de la saison, » expliqua l'homme en sueur. La suite dispose de 2 chambres séparées, chacune avec sa propre salle de bain. C'est complètement privé. Le regard d'Adrien croisa celui de Nora par-dessus la tête du directeur. Elle vit une lueur dans ses yeux. Frustration, résignation, peut-être même une pointe de panique. Elle sentit son propre cœur sombrer. La nuit s'annonçait déjà insupportablement longue. La suite était plus grande que l'appartement de Nora. Un vaste salon avec une cheminée crépitante séparait 2 portes identiques menant aux chambres. La tension entre eux était si épaisse qu'elle semblait absorber le son du feu et du vent. Sans la distraction du travail, sans tiers pour maintenir la façade, ils étaient simplement seuls. Adrien desserra sa cravate, le premier signe que son armure s'abaissait.
Je vais commander le service en chambre. Que voulez-vous? Je n'ai pas faim, mentit Nora, l'estomac noué par la nervosité. Elle se dirigea vers l'immense fenêtre, regardant la neige danser furieusement. Le monde extérieur avait disparu. « Tu dois manger, Nora, » dit-il, sa voix plus douce. Elle se retourna, la colère bouillonnant. « Arrête ça. »« Arrêtez quoi? J'arrête de prétendre que tu te soucies de savoir si j'ai mangé ou si j'ai froid ou si je suis en sécurité. Arrête d'agir comme si tu en avais le droit. » Son expression se ferma. Il se dirigea vers le bar intégré et se versa un verre de whisky, le son du liquide ambré heurtant le cristal résonnant dans le silence. Il le but d'un trait, le mouvement sec et contrôlé. « Je n'ai jamais cessé de m'en soucier, » dit-il, la voix basse et rauque, les mots semblant arrachés de sa poitrine. Nora laissa échapper un rire, un son dénué d'humour, fragile et brisé. « Tu as une drôle de façon de le montrer. Disparaître sans un seul mot, sans un appel, sans une explication? Ce n'est pas de l'attention, Adrien. C'est de la cruauté. » Les mots qu'elle avait retenus pendant 7 ans sortirent enfin, et le soulagement fut aussi intense que la douleur. Elle sentit des larmes chaudes lui piquer les yeux et les maudit. Elle ne pleurerait pas devant lui. Elle ne lui donnerait pas cette satisfaction. Il se tourna pour lui faire face, le verre vide à la main. Son visage était un masque d'agonie. « Tu crois que je voulais partir? Je ne sais pas quoi penser. Tu ne m'as jamais donné la chance de le faire, » rétorqua-t-elle, sa voix s'élevant. « Je n'avais pas le choix, » explosa-t-il, et la force de sa voix la fit reculer d'un pas. Son calme s'était brisé, et ce qui se trouvait en dessous était une fureur et une douleur qui reflétaient les siennes. « Tu crois que c'était facile? Tu crois que chaque jour, pendant les 7 dernières années, je n'ai pas pensé à toi? Tu étais la première personne à laquelle je pensais en me réveillant et la dernière avant de m'endormir. »« Alors pourquoi ?» murmura-t-elle, la question qui l'avait hantée. « Pourquoi, Adrien ?» Il passa une main dans ses cheveux, un geste de pure frustration. Il semblait piéger un homme combattant un ennemi invisible. Il se dirigea vers la cheminée, fixant les flammes comme si les réponses s'y trouvaient. « Mon père, » commença-t-il, la voix tendue, « il est tombé malade, très vite, cancer du pancréas. » Nora retint son souffle. Elle se souvenait vaguement du père d'Adrien, un homme sévère qui avait désapprouvé leur relation. Il était en train de mourir, Nora, et l'entreprise familiale était en ruine. Il l'avait caché à tout le monde. Des dettes, de mauvais prêts, au bord de la faillite. Tout ce que ma famille avait construit pendant des générations était sur le point de s'effondrer. Il se tourna vers elle, et la douleur dans ses yeux était si brute que Nora eut l'impression de regarder dans son âme. Il m'a fait promettre, sur son lit de mort, il m'a fait promettre de tout arranger, de sauver le nom de la famille, et il m'a fait promettre autre chose. Il hésita, la mâchoire se crispant. Il m'a fait promettre de te quitter. L'aveu flotta dans l'air, surréaliste et dévastateur. Quoi, pourquoi? Il disait que tu étais une distraction, que l'amour nous rendait faibles, que j'aurais besoin de chaque once de mon énergie, de mon implacabilité, pour faire ce qui devait être fait. Il a dit que si je t'aimais vraiment, je te laisserais partir, parce que la bataille que j'allais affronter te détruirait avec moi. Je n'aurais pas eu de temps pour toi. Je serais devenu un homme que tu n'aurais pas reconnu. Un monstre. Les pièces du puzzle commencèrent à s'emboîter, formant une image horrifiante. Le jeune homme rêveur forcé de devenir un requin. « J'étais un gamin de 23 ans, Nora, » poursuivit-il, la voix se brisant. « Mon père était mourant, ma famille était en faillite, et le poids du monde reposait sur mes épaules. Et j'ai fait la seule chose que je pensais pouvoir faire pour te protéger. Je suis parti. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Ça m'a brisé le cœur en 1 million de morceaux, et j'ai dû les ramasser tout seul dans le noir. » Des larmes coulaient maintenant librement sur les joues de Nora, mais elles n'étaient sous pas de colère. Elles étaient d'une empathie écrasante, de 7 ans d'incompréhension se dissolvant en une vérité douloureuse. Le mur de haine qu'elle avait construit autour de son cœur commença à s'effriter, brique par brique. Elle fit un pas vers lui, puis un autre. Elle s'arrêta juste devant lui, assez près pour sentir la chaleur du feu et la chaleur encore plus grande qui émanait de lui. Elle leva une main, les doigts tremblants, et toucha l'égratignure sur sa joue, la blessure de la veille. « Tu aurais dû me le dire, » murmura-t-elle, la voix étranglée. « Nous y aurions fait face ensemble. » Ses yeux verts s'emplirent de larmes non versées. « C'est l'homme que j'étais, » dit-il, sa voix un murmure de dégoût de soi. « Mais l'homme que j'ai dû devenir pour survivre, il ne t'aurait pas mérité.
Je l'ai fait pour te préserver, pour garder intact le souvenir de nous. » La tempête hurlait à l'extérieur, un écho du tumulte qui les consumait. Dans la lumière dorée de la cheminée, avec la vérité enfin révélée entre eux, il n'y avait plus de patrons et d'employés. Il n'y avait pas de millionnaires et d'architectes. Il n'y avait qu'Adrien et Nora, deux moitiés d'un cœur brisé, se rencontrant enfin dans les ruines. Le contact de Nora sur son visage était aussi léger qu'une plume, mais pour Adrien, il semblait porter le poids de 7 ans de pardon. Il ferma les yeux une fraction de seconde, absorbant le contact comme un homme assoiffé buvant de l'eau. Le mur qu'il avait construit autour de lui, la façade du PDG impitoyable, ne se fissura pas seulement. Il se désintégra, se transformant en poussière sous la douce pression de ses doigts. Les larmes qu'elle avait retenues si énergiquement étaient désormais inutiles. Elles traçaient des chemins silencieux sur ses joues, mais elles ne provenaient plus de la colère ou de sa propre douleur. Elles venaient du deuil. Le deuil pour le jeune couple qu'ils avaient été, pour les rêves qu'ils avaient perdus, et pour la douleur inimaginable qu'il avait portée seul. Elle ne les essuya pas. Elle les laissa tomber, une offrande à la vérité qui venait de naître entre eux. Sa main se leva pour couvrir la sienne, qui reposait toujours sur sa joue. Ses doigts s'entrelacèrent avec les siens, un ajustement parfait, douloureusement familier. C'était une confession silencieuse de tout ce que ces mots ne pouvaient exprimer. Le regret, le désir, l'écho fantôme d'un amour qu'il avait essayé de tuer, mais qui avait refusé de mourir. La colère avait été la compagne de Nora pendant si longtemps. Elle avait été le carburant qui la propulsait, l'armure qui la protégeait. Elle l'enfilait chaque matin et l'enlevait, épuisée, chaque soir. Maintenant, à sa place, il y avait un vide douloureux, une compréhension qui la laissait creuse. Ce n'était plus sa douleur qui la remplissait maintenant. C'était la sienne. Une douleur qu'elle ressentait maintenant comme si c'était la sienne, une blessure partagée à travers le temps et le silence. « Je t'ai détesté », murmura-t-elle, la voix épaisse, l'aveu à la fois un baume et un poison. « Je t'ai détesté de chaque fibre de mon être, parce que c'était plus facile que de sentir ton absence. »« Je sais, » répondit-il, la voix rauque, « je le méritais, je comptais dessus. Ta haine était ce qui me disait que tu étais en sécurité, que je ne t'avais pas entraîné dans mes ténèbres. » Il la guida doucement vers le canapé en cuir moelleux devant la cheminée. Ils s'assirent, pas trop près, mais l'espace entre eux n'était plus un gouffre d'hostilité. C'était un espace de fragilité, de possibilité. Le feu crépitait, projetant des ombres dansantes sur son visage, accentuant l'épuisement et la douleur gravée sur ses traits. « Raconte-moi, dit-elle, la voix basse, raconte-moi tout. » Et il le fit. Non pas comme un PDG présentant un rapport, mais comme un homme confessant ses péchés. Il parla de nuits blanches dans les hôpitaux, tenant la main de son père alors qu'il dépérissait. Il parla de la découverte terrifiante de la dette, des visages des créanciers, du sentiment de se noyer. Il décrivit la décision de la quitter non pas comme un seul moment, bu comme une mort lente, un morceau de son âme qu'il avait dû amputer pour survivre. « Je suis devenu une machine, Nora, » dit-il, les yeux fixés sur les flammes. « J'ai enterré l'homme que tu aimais sous des couches d'implacabilité et d'ambition. Il le fallait. Pour traiter avec les hommes avec qui je devais traiter, je ne pouvais pas avoir de cœur. Je ne pouvais pas avoir de faiblesse, et toi, tu as toujours été ma seule faiblesse. » Il la regarda, et l'intensité dans ses yeux était presque insoutenable. Chaque acquisition, chaque accord impitoyable, chaque entreprise que j'ai démolie et reconstruite, c'était un pas pour m'éloigner davantage de toi, et en même temps, un pas dans l'espoir de pouvoir un jour revenir. Je suis devenu millionnaire en bâtissant un empire sur les cendres de l'homme que j'étais. Nora écoutait, le cœur se brisant à chaque mot. L'image qu'elle avait de lui, l'homme qu'il avait abandonné pour l'ambition, qu'il avait échangé contre la richesse, vola en éclats. Ce qui restait était l'image d'un garçon forcé de devenir roi d'un royaume en ruine, payant un prix terrible pour sa couronne. Elle ramena ses jambes sur le canapé, serrant ses genoux, un geste instinctif d'autoprotection contre l'avalanche d'émotions. « Pourquoi maintenant, Adrien? Pourquoi racheter stature? Pourquoi revenir dans ma vie comme ça ?» Il mit longtemps à répondre, choisissant ses mots avec soin. « Je ne le savais pas. Je jure que je ne savais pas que tu étais là. Stature n'était qu'un nom sur une liste, une acquisition stratégique à Chicago. Mon équipe s'est occupée de tout. Je n'ai découvert que c'était toi que lorsque M. Fournier m'a envoyé la liste des employés clés la veille de la réunion.
Il secoua la tête, un sourire amer touchant ses lèvres. L'univers a un sens de l'humour macabre. J'ai passé 7 ans à me rendre digne de toi, à construire quelque chose que je pourrais t'offrir, pour découvrir que j'étais sur le point de détruire la seule chose que tu avais construite pour toi-même. Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux, les mains jointes. Quand je t'ai vu dans cette salle de conférence, Nora, tout s'est effondré. Tout mon contrôle. La première chose que j'ai voulu faire, c'était de courir vers toi. La seconde, c'était de fuir le plus loin possible. Je n'ai fait ni l'un ni l'autre. Tu as été cruelle, dit-elle, sa voix dénuée d'accusation, constatant simplement un fait. Je sais, admit-il, sa voix pleine de dégoût de soi. J'ai paniqué. Je suis retourné au seul mode que je connaissais, l'attaque, garder mes distances, être le patron. Je pensais que si je pouvais te garder dans la catégorie employé, peut-être que mon cœur ne se souviendrait pas qu'il t'appartenait. Le vent hurlait dehors, battant contre la vitre. Un contrepoint violent à l'immobilité qui s'était installée entre eux. La tempête les avait acculés, forçant une confession qui n'aurait peut-être jamais eu lieu sous le ciel clair de Chicago. « Et toi » demanda-t-il doucement, changeant de sujet. « Ta carrière, la tour élyséenne, tu as réalisé ton rêve. » Nora sentit une boule dans sa gorge. « J'avais besoin de quelque chose pour combler l'espace que tu avais laissé, » admit-elle dans un murmure. « Le projet est devenu tout. Mon travail n'allait pas me quitter. » La douleur sur son visage s'approfondit. Il comprenait ce qu'elle ne disait pas, qu'elle s'était réfugiée dans quelque chose qui ne pouvait pas la blesser. Le silence revint, mais cette fois il était différent. C'était un silence de guérison, de compréhension. Les mensonges avaient été brûlés, et la vérité, bien que douloureuse, était pure. Adrien leva le visage pour la regarder, et à la lueur du feu, Nora vit quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis 7 ans. Une larme. Une seule, unique larme s'échappa de son œil et traça un lent chemin sur sa joue. Il ne fit aucun geste pour l'essuyer, comme s'il ne savait pas ce que c'était, ou peut-être comme s'il sentait qu'il ne méritait pas le réconfort. Sans réfléchir, Nora tendit la main. L'espace entre eux disparut. Elle étendit sa main et du bout de son pouce, elle essuya sa larme. Sa peau était chaude. Le geste était incroyablement intime, plus intime que n'importe quel baiser. C'était un acte de pardon, un acte de compassion. Il retint son souffle, tout son corps se tendant à son contact. Ses yeux verts, maintenant vulnérables et ouverts, se fixèrent sur les siens. Le monde entier sembla s'arrêter de tourner, réduit à cet instant, à ce contact. La distance entre leurs lèvres n'était que de quelques centimètres, un gouffre de 7 ans qui semblait soudain si facile à franchir. La tempête faisait rage, le feu crépitait, et dans l'immobilité de la suite, avec la vérité enfin libre entre eux, les ruines de leur passé étaient devenues un sol sacré. Le pouce de Nora reposait toujours sur sa joue, là où la larme avait été. La trace humide sur sa peau était un témoignage de la vulnérabilité qu'il lui avait enfin montrée. L'air entre eux s'épaissit, devint lourd, vibrant d'une énergie à la fois ancienne et terriblement nouvelle. C'était l'écho de baisers volés dans les bibliothèques universitaires, mêlé à la tension brute de 7 ans de désirs refoulés. Le monde extérieur, avec sa tempête furieuse, cessa d'exister. La seule tempête qui comptait maintenant était contenue dans cette pièce, sur ce canapé, dans cet espace de quelques centimètres entre leurs corps. Les yeux d'Adrien étaient comme un océan vert en pleine tourmente. Nora y voyait tout, le regret, la douleur, le désir, et sous tout cela, une faim si profonde qu'elle l'effraya. C'était la fin d'un homme qui avait passé des années à mourir de soif et qui avait enfin trouvé de l'eau. Et elle était l'eau. Il leva la main lentement, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse, et ses doigts tracèrent la ligne de sa mâchoire. Le contact fut hésitant au début, puis plus ferme, alors qu'il semblait se souvenir de la sensation, de la forme de son visage. Sa barbe naissante effleura sa peau douce, un contraste délicieux qui lui envoya un frisson le long de la colonne vertébrale. Son cœur ne battait plus. Il trébuchait, un rythme frénétique et sauvage dans sa poitrine. C'était de la folie, c'était mal. Et pourtant, c'était indéniablement réel. « Nora » murmura-t-il, et son nom sur ses lèvres n'était plus une arme ou une formalité. C'était une prière, un plaidoyer. Elle devrait se reculer. La partie logique de son cerveau, l'architecte qui avait construit des murs impénétrables autour de son cœur, lui hurlait de battre en retraite. Il était son patron. Il était l'homme qui l'avait brisé. Reconstruire la confiance prendrait du temps,
demanderait du travail. Mais son corps n'écoutait pas la logique. Son corps se souvenait. Son corps désirait ardemment. Elle se dit que c'était juste l'émotion du moment, l'isolement de la tempête, mais au fond, elle savait que c'était un mensonge. Au lieu de se reculer, elle se pencha en avant, un mouvement presque imperceptible, une capitulation. C'était toute l'invitation dont il avait besoin. Il combla la distance. Le premier contact de leurs lèvres ne fut pas un baiser. C'était une reconnaissance, un effleurement doux, une question silencieuse. C'était le sentiment d'être à la maison, un sentiment dont Nora n'avait pas réalisé à quel point il lui manquait désespérément jusqu'à ce moment précis. Son goût flottait encore sur sa bouche, un mélange de whisky et de désir. Puis il l'embrassa. Ce n'était ni tendre ni hésitant. C'était un baiser d'abandon. C'était le baiser de 7 ans de mots non dits, de nuits solitaires, de colère et de désir. Sa main glissa de sa mâchoire à sa nuque, ses doigts s'emmêlant dans ses cheveux, la tenant comme si elle était la seule chose qui l'empêchait de se noyer. Son autre main trouva sa taille, la rapprochant, éliminant la dernière trace d'espace entre eux. Son corps se moula au sien, une pièce de puzzle trouvant enfin sa place. Nora haleta dans sa bouche, et il saisit l'occasion pour approfondir le baiser. C'était possessif, affamé, presque désespéré. Sa langue rencontra la sienne, et le monde de Nora bascula sur son axe. Ce baiser n'effaçait pas le passé, mais il y mettait le feu, consumant la douleur et la colère, ne laissant derrière que la vérité brute et indéniable. Elle n'avait jamais cessé de l'aimer. Et lui, d'une manière ou d'une autre, dans son exil auto-imposé non plus. Ses mains, qui reposaient passivement, prirent vie. Elles remontèrent sur sa poitrine, sentant le battement de cœur fort et rapide sous la fine chemise. Elle agrippa le tissu, tirant, ayant besoin de plus, ayant besoin d'être plus proche. C'était un besoin primaire, une faim qui reflétait la sienne, était là. Il rompit le baiser, tous deux haletants, leurs lèvres rouges et gonflées. Il appuya son front contre le sien, les yeux fermés. Son souffle était saccadé, sa poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement. « Je suis tellement désolé », murmura-t-il, sa voix rauque et épaisse d'émotion. « Pour tout. »« Je sais », murmura-t-elle en retour, sa main se levant pour caresser ses cheveux, sentant les mèches soyeuses entre ses doigts. Il ouvrit les yeux, et l'intensité qui s'y trouvait la cloua sur place. « Je n'aurais pas dû faire ça. »« Non, dit-elle, sa voix étonnamment ferme. Tu aurais dû le faire il y a 7 ans. » L'ombre d'un sourire toucha ses lèvres, le premier sourire sincère qu'elle avait vu depuis une éternité. Et puis il l'embrassa à nouveau. Mais cette fois, c'était différent. La faim désespérée s'était apaisée, remplacée par une tendresse qui la fit souffrir. C'était un baiser de promesse, un baiser de nouveau départ. Il explora sa bouche lentement, réapprenant chaque contour, chaque courbe. C'était comme rentrer à la maison, après une longue et terrible guerre. Il l'allongea sur le canapé, son corps planant au-dessus du sien, appuyé sur ses coudes pour ne pas l'écraser. La lumière du feu dansait sur eux, les enveloppant d'une lueur dorée et intime. Il rompit le baiser et commença à tracer un chemin de baiser le long de sa mâchoire descendant dans son cou. Chaque contact de ses lèvres sur sa peau envoyait des vagues de chaleur à travers elle. Elle pencha la tête en arrière, lui donnant plus d'accès, un faible gémissement s'échappant de ses lèvres. Le son sembla allumer quelque chose en lui. Sa main, qui était sur sa taille, commença à monter, son contact brûlant à travers le tissu de son chemisier. Il effleura ses côtes, sa main s'arrêtant juste sous son sein. Son hésitation était palpable. Il releva la tête, ses yeux verts cherchant les siens, demandant la permission. Nora croisa son regard, son propre désir se reflétant dans le sien. Elle ne dit rien. Au lieu de cela, elle prit sa main et la guida, la plaçant sur son cœur, qui battait follement contre sa paume. C'était sa réponse. Un son guttural sortit du fond de sa gorge. Il se pencha et captura à nouveau ses lèvres, le baiser devenant plus profond, plus exigeant. Les barrières étaient tombées. Le contrat qu'elle avait passé avec son cœur brisé, le vœu de ne plus jamais l'aimer, gisait en morceaux sur le sol. Il se recula, le visage rouge, les yeux sombres de désir. « Nora, dit-il, la voix tendue, si tu veux que j'arrête, il faut le dire maintenant. » Elle regarda l'homme au-dessus d'elle, l'homme qu'elle avait détesté, l'homme qu'elle avait aimé, l'homme qui était les deux à la fois. La vérité était simple et terrifiante. Elle ne voulait pas qu'il s'arrête. Elle voulait cela plus qu'elle ne voulait sa prochaine respiration. Elle emmêla ses doigts dans les cheveux de sa nuque et le tira vers le bas pour un autre baiser,
Un baiser qui était une réponse, un baiser qui était un choix. Cette nuit-là, dans la suite d'un hôtel isolé par une tempête, avec la vérité enfin dite, ils ne firent pas l'amour. Ils se retrouvèrent. Ils retrouvèrent leur chemin l'un vers l'autre à travers l'obscurité, guidés seulement par le souvenir de ce qu'ils avaient été et l'espoir désespéré de ce qu'ils pourraient devenir. Ce fut une collision d'âmes, une guérison douloureuse et belle, scellée non par des mots, mais par le contact silencieux de la peau contre la peau, du cœur contre le cœur. Et quand le matin arriva, apportant avec lui le silence blanc de la neige, le monde avait changé pour toujours. La première chose que Nora remarqua en se réveillant fut le silence. Un silence profond, absolu, comme si le monde était enveloppé de coton. La tempête était passée. La deuxième chose fut la chaleur. Une chaleur solide et réconfortante dans son dos, le poids d'un bras jeté possessivement sur sa taille. Elle n'eut pas besoin d'ouvrir les yeux pour savoir que c'était lui. Son parfum, bois de santal, bergamote et quelque chose d'uniquement Adrien, l'enveloppait, une fragrance qu'elle pensait avoir oubliée, mais que son âme reconnaissait instantanément. Elle ouvrit les yeux lentement. La lumière qui filtrait par la fenêtre était blanche et aveuglante, le reflet du soleil sur un monde couvert de neige fraîche. Il n'était plus sur le canapé. À un moment donné de la nuit, il l'avait porté dans l'une des chambres, et maintenant ils étaient dans un lit immense emmêlé dans des draps de coton égyptien. Le souvenir de la nuit précédente l'inonda. Non pas par éclair, mais en une vague continue de sensations. Le goût de ses lèvres, le son de son nom murmuré par lui, la sensation de sa peau contre la sienne. Une rougeur chaude monta le long de son cou, un mélange de gêne et d'un plaisir profond et persistant. Faisant attention de ne pas le réveiller, elle se tourna dans ses bras. Adrien dormait. À la lumière du matin, son visage détendu et sans garde, il paraissait plus jeune. Les rides de stress autour de ses yeux et de sa bouche s'étaient adoucies. Il avait l'air en paix. C'était l'Adrien qu'elle connaissait, le jeune homme dont elle regardait le visage pendant qu'il dormait les dimanches matins dans leur minuscule appartement près du campus. Le cœur de Nora se serra d'une tendresse si féroce qu'elle en eut le souffle coupé. La haine avait complètement disparu, remplacée par un amour plus profond et plus compliqué qu'il ne l'avait jamais été. Elle tendit la main et écarta une mèche de cheveux de son front. À son contact, ses yeux s'entr'ouvrirent. Ils la regardèrent un instant, la somnolence laissant place à la reconnaissance, puis à la vulnérabilité. La première émotion qu'elle vit fut la peur qu'elle regrette que la lumière du jour ait défait la magie de la nuit. « Bonjour », murmura-t-elle, sa voix rauque de sommeil. Un soulagement visible se répandit sur ses traits. Il resserra son bras autour d'elle, la rapprochant jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace entre eux. Il enfouit son visage dans le creux de son cou, inspirant profondément. « Je croyais que je rêvais », murmura-t-il contre sa peau. « Ce n'était pas un rêve », dit-elle, ses doigts traçant les muscles de son dos. Ils restèrent ainsi longtemps, enveloppés dans un cocon de silence et de chaleur, reportant le moment où ils devraient affronter le monde. Mais le monde ne pouvait être ignoré éternellement. Le téléphone d'Adrien, laissé dans le salon, se mit à sonner, un son strident qui brisa la paix. Avec un soupir réticent, il se détacha d'elle et sortit du lit. Nora le regarda enfiler un pantalon de costume froissé de la veille. La vue de son dos large et musclé, la façon dont il se déplaçait avec une grâce efficace, était à la fois familière et étrange. C'était le même homme, mais aussi un parfait inconnu. « Lefebvre » répondit-il, la voix du PDG instantanément de retour. « Oui, compris. Organisez un hélicoptère. Nous serons à l'héliport dans 1 heure. » Il raccrocha et se tourna vers elle, la réalité s'installant de nouveau sur son visage. L'aéroport est toujours fermé, mais les routes menant à l'héliport privé sont dégagées. Nous pouvons être de retour à Chicago dans l'après-midi. Chicago. Le bureau, l'équipe, la hiérarchie du patron et de l'employé, les ruines de leur vie professionnelle qu'ils devraient maintenant naviguer. La pensée atterrit sur Nora comme une pierre froide. Qu'était-il maintenant? Amant? Ennemi? Les deux? « Adrien » commença-t-elle, s'asseyant et tirant le drap pour couvrir sa poitrine. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» Il vint s'asseoir sur le bord du lit, face à elle. Il lui prit la main, son contact ferme et rassurant. « Maintenant, dit-il, ses yeux verts sérieux et intenses, nous parlons, pour la première fois, vraiment, sans secret, sans jeu. » Et ils parlèrent. Tandis qu'ils s'habillaient dans leurs chambres séparées et se retrouvaient pour un café rapide,
La conversation coula. Ce n'était pas facile. C'était maladroit, rempli de pauses et de moments où le poids de 7 ans de silence menaçait de les étouffer. Elle parla de sa carrière, de la solitude, de la façon dont la tour élyséenne était devenue son ancre. Il parla davantage des premières années après la mort de son père, de la brutalité du monde des affaires et de la façon dont cela l'avait changé, l'endurcissant de manière qu'il commençait seulement à comprendre. « Je ne sais pas comment faire ça, Nora, » admit-il, la vulnérabilité dans sa voix la désarmant. « Être ton patron et ça, quoi que nous soyons. Au bureau, les gens remarqueront. Il y aura des commérages. »« Je me fiche des commérages, » dit-elle, bien qu'une partie d'elle s'en souciait. Elle se souciait de sa réputation, qu'elle avait si soigneusement construite. « Mais moi si, » dit-il. « Je me soucie de toi, je t'ai mise dans une position impossible. La dernière chose que je veux, c'est que quiconque pense que tu bénéficies d'un traitement de faveur ou que ton succès n'est pas mérité. » Sa considération était nouvelle, un contraste frappant avec l'homme qui avait exigé des propositions impossibles quelques jours auparavant. « Alors, que faisons-nous ? » « Au bureau, pour l'instant, nous serons professionnels, » décida-t-il. « Monsieur Lefebvre et Mademoiselle Martin, nous garderons l'Élyséenne comme notre point de mire. La tour est notre terrain neutre, le projet qui nous a réunis et le projet qui peut nous aider à reconstruire. » Il lui serra la main. « En dehors du bureau, nous serons juste Adrien et Nora, et nous découvrirons ce que cela signifie, un jour à la fois. » Cela ressemblait à un plan, fragile et semé d'embûches potentielles, mais un plan. Le retour à Chicago fut un choc culturel. L'intimité isolée d'Aspen fut remplacée par le rythme effréné de la ville et du bureau. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au 35e étage et ils sortirent, non plus en tant qu'amants, mais en tant que PDG et architecte senior. Le changement fut instantané et inconfortable. Les regards les suivirent. Les chuchotements poussèrent dans leur sillage comme de la mauvaise herbe. Ils avaient été bloqués ensemble à Aspen. La nouvelle s'était répandue. Jeanne lança à Nora un regard qui était un mélange de choc, d'inquiétude et d'une pointe d'admiration. Nora sentit son visage brûler, mais elle garda la tête haute. La première réunion d'équipe en présence d'Adrien fut une torture. Il était Monsieur Lefebvre, froid, exigeant et direct. Il questionna les délais de Nora, contesta les choix de matériaux de Léo. Il la traita exactement comme il traitait tout le monde, peut-être même un peu plus rigoureusement, pour éviter tout soupçon de favoritisme. Nora répondit avec le même professionnalisme, défendant ses décisions avec logique et données. Pour quiconque regardait, c'était une bataille de volonté entre deux professionnels de haut niveau. Mais sous la surface, c'était une danse complexe. Chaque regard échangé, chaque pause avant une réponse, était chargée de sens cachés, de souvenirs de la nuit précédente. À la fin de la journée, épuisée, Nora rangeait son bureau quand un email apparut sur son écran. C'était d'Adrien. Objet, fondation. Corps, le béton a été coulé, il est solide. Mais il faut construire prudemment, étage par étage. Il ne s'agissait pas du bâtiment. Son cœur s'accéléra. Elle regarda à travers l'étage, vers les escaliers qui menaient à son bureau au dernier étage. Leur projet, la tour élyséenne, était devenu la métaphore parfaite de leur relation. Ils avaient posé la fondation, la vérité. Mais la reconstruction serait un processus lent et méticuleux. Il faudrait de la patience, de la confiance et une ingénierie minutieuse pour s'assurer que la structure ne s'effondre pas sous son propre poids. Elle répondit à son email. Objet, fondation. Corps, je suis d'accord, mais je crois en l'intégrité du design. C'était une promesse. Ils navigueraient dans les ruines, ensemble. Les 6 mois suivants furent une masterclass en compartimentation. Au bureau, ils étaient Lefebvre et Martin, un duo de pouvoir professionnel dont l'intensité et le dévouement au projet élyséen devinrent légendaires au sein de l'entreprise. Les commérages initiaux se calmèrent, remplacés par un respect à contre-cœur pour leur synergie indéniable. Adrien la mettait au défi, la poussant à innover, à trouver des solutions plus efficaces et plus audacieuses. Nora, à son tour, le défiait en retour, refusant de compromettre l'âme du projet, la vision artistique qui le rendait unique. La tour élyséenne s'éleva contre l'horizon de Chicago, étage par étage, une structure d'acier et de verre qui témoignait de leur partenariat complexe. Mais dans les heures volées en dehors du bureau, ils étaient simplement Adrien et Nora.
C'étaient des dîners dans des restaurants discrets de quartiers éloignés où personne ne les connaîtrait. C'étaient des week-ends passés dans son appartement avec vue sur le parc ou dans le sien, plus petit et plus douillet, rempli de plantes que cette fois, il l'aidait à se souvenir d'arroser. C'étaient des conversations qui s'étiraient tard dans la nuit, comblant les vides de 7 années perdues. Ce ne fut pas un chemin facile. Il y avait des cicatrices, il y avait des moments où la méfiance, un fantôme tenace, se glissait entre eux. Nora se surprenait parfois à le regarder, cherchant le PDG impitoyable, craignant que l'homme vulnérable qu'elle aimait ne soit qu'un mirage. Et Adrien, par moments, se repliait sur lui-même, le poids de ses erreurs passées et la peur de la blesser à nouveau le rendant distant. C'étaient les ruines qu'il naviguait encore, les débris d'un passé douloureux qui devait être soigneusement enlevés, pièce par pièce. Ils apprirent à communiquer d'une nouvelle manière. Ils apprirent que le pardon n'était pas un événement unique, mais un processus continu. Ils apprirent que la confiance, une fois brisée, devait être reconstruite poutre par poutre, tout comme le bâtiment qui consumait leur jour. La tour élyséenne devint leur journal intime. Une décision de design difficile surmontée au bureau se traduisait par une barrière émotionnelle surmontée la nuit. Le jour où la dernière poutre d'acier fut placée au sommet de la structure fut le jour où il lui dit « Je t'aime » pour la première fois en 7 ans, les mots prononcés non pas avec la facilité de la jeunesse, mais avec le poids et la certitude de l'âge adulte. Enfin, le jour de l'inauguration arriva. Une nuit d'automne fraîche et claire, près de 2 ans après qu'Adrien soit revenu dans la vie de Nora. La tour élyséenne n'était plus un rendu ou un squelette d'acier. C'était une réalité vivante, une nouvelle icône sur l'horizon de Chicago, ses lumières brillant comme une promesse contre le ciel de velours sombre. Nora se tenait dans le hall principal, un chef-d'œuvre de marbre, de bois et de lumière dont elle avait rêvé si longtemps. L'endroit était bondé de l'élite de la ville, d'investisseurs, de politiciens et de la presse. Le son des flûtes de champagne qui s'entrechoquaient et des conversations animées résonnaient dans le vaste espace. Elle portait une robe émeraude qui correspondait aux yeux de l'homme qui, à ce moment-là, était au pupitre, s'adressant à la foule. « Ça, mais un projet de cette ampleur n'est jamais l'œuvre d'un seul homme », disait Adrien, sa voix résonnant dans les haut-parleurs, calme et confiante. C'est le résultat de la vision, du talent et du dévouement inlassable d'une équipe brillante. Cependant, toute grande structure a besoin d'un cœur, d'une âme, et l'âme de la tour élyséenne a un nom, Nora Martin. Il se tourna, et ses yeux trouvèrent les siens à travers le hall bondé. Le monde sembla devenir silencieux. Le sourire sur son visage n'était pas pour la foule, il était juste pour elle. Une chaleur se propagea dans la poitrine de Nora, si intense qu'elle en eut le vertige. Il lui donnait le crédit devant tout le monde, validant non seulement son travail, mais elle. « Nora, poursuivit-il, sa voix maintenant plus douce, plus personnelle, nous a appris qu'un bâtiment n'est pas seulement ce qu'il contient, mais ce qu'il inspire. Elle a conçu plus que de l'acier et du verre. Elle a conçu un foyer, une communauté, un avenir. S'il vous plaît, joignez-vous à moi pour féliciter l'architecte visionnaire derrière tout cela. » Les applaudissements furent assourdissants. Les gens se tournèrent pour la regarder, souriant, levant leurs verres. Nora sentit des larmes monter à ses yeux, tandis qu'ils applaudissaient, non pas pour l'employé du PDG, mais pour la créatrice d'un monument. Elle vit Jeanne dans la foule, lui faisant un clin d'œil avec un sourire fier. C'était l'aboutissement de tout ce pourquoi elle avait travaillé, de tous les sacrifices qu'elle avait faits. Plus tard, lorsque la célébration principale s'était calmée, Adrien la trouva près d'une des énormes fenêtres donnant sur la ville. « J'ai encore une chose à te montrer, » dit-il, sa voix un murmure à son oreille. Il la conduisit à un ascenseur privé, qui monta en silence jusqu'au tout dernier étage. Le penthouse. L'espace était encore vide. Une vaste salle de bal au parquet sombre et aux murs de verre qui offrait une vue panoramique à 360 degrés sur Chicago. Les lumières de la ville s'étendaient en dessous d'eux comme un tapis de diamants. « Cet endroit n'était pas à vendre, » dit Nora confuse. « Il ne figurait dans aucun des plans résidentiels. »« Je le sais, » dit Adrien, s'arrêtant au centre de la pièce. « Je l'ai réservé pour nous. » Nora se tourna pour lui faire face, le cœur battant à tout rompre. « Adrien que... » Il lui prit les 2 mains. Ses yeux verts brillaient d'une émotion si profonde et sincère qu'elle en retint son souffle. « Nora, nous avons construit ça, dit-il, désignant la tour autour d'eux et la ville à l'extérieur.
Nous avons construit ça à partir de ruines. Nous avons transformé quelque chose de brisé en quelque chose de beau et de fort, et je veux continuer à construire avec toi, pour toujours. » Il posa un genou à terre. L'air quitta les poumons de Nora dans un hoquet audible. Il sortit une petite boîte en velours de sa poche. « J'ai fait la plus grande erreur de ma vie, il y a 7 ans en te laissant partir. Je ne signais pas un contrat pour mon avenir. Je rompais le seul contrat qui comptait. J'ai passé chaque jour depuis à essayer de retrouver mon chemin vers toi. Maintenant que je l'ai fait, je n'irai nulle part. » Il ouvrit la boîte. À l'intérieur, une bague en platine avec un unique diamant de taille architecturale scintillait à la lumière de la ville. « Nora Martin, tu es ma fondation, ma structure et ma lumière. Tu es mon projet d'une vie. Épouse-moi. Construis un foyer avec moi. Ici. » Les larmes qu'elle avait retenues toute la nuit coulaient maintenant librement. Ce n'étaient pas des larmes de douleur ou de colère, mais d'une joie si pure et écrasante qu'elle sentit qu'elle pourrait lui briser le cœur d'une manière entièrement nouvelle et merveilleuse. « Oui, » murmura-t-elle, le mot un souffle d'air. « Oui, bien sûr, oui. » Il se releva, le soulagement et la joie sur son visage reflétant les siens. Il glissa la bague à son doigt et elle lui alla parfaitement. Puis, il l'attira pour un baiser qui n'était pas de faim ou de désespoir, mais de certitude et de paix. C'était un baiser de promesse, un baiser de foyer. Du sommet de leur tour, enlacés avec la ville scintillante en dessous, ils ne voyaient plus les ruines de leur passé. Ils voyaient la fondation de leur avenir. Le contrat avec un cœur brisé avait enfin été réécrit, non pas sur du papier, mais dans l'acier, le verre, et un amour qui s'était avéré assez fort pour résister à n'importe quelle tempête et atteindre le ciel.